Il est 20h ici à Paris, 18h en temps universel. Bienvenue sur France 24. Voici nos titres. Un accord pour la troisième tranche d'aide à la Grèce. Un accord de principe, mais les discussions avancent entre Athènes et ses créanciers. Il doit encore passer l'épreuve du Parlement grec et des ministres des Finances de la zone euro. Les suites de l'enquête sur l'explosion du vol MH17. L'avion avait été abattu en Ukraine l'an dernier. Sur le site, les experts néerlandais affirment avoir trouvé ce qui pourrait être un reste de missile Buk, un missile de fabrication russe. Et puis 4 km de nage, 180 de vélo et 42 km de course à pied. Ludovic Chorgnon fait ça tous les jours, pendant 41 jours d'affilée pour être précis. Ce Français vient de battre, vous le verrez, le record d'Ironman. Tout cela pour rendre hommage à son département. Voilà pour nos titres. À suivre également dans cette nouvelle heure d'information, le journal de l'économie avec Claire Bonichon. Dans l'actualité de ce mardi, la Chine dévalue encore sa monnaie, le yuan, pour tenter de relancer son économie. Et puis ne ratez pas le journal des sports. Benoît Perrochet reviendra sur le retour de Mathieu Valbuena en France. Il quitte la Russie pour jouer à Lyon. Bienvenue, c'est Paris Direct. La Grèce devrait donc pouvoir payer ses arriérés, faire face à ses échéances, recapitaliser ses banques. Athènes annonce un accord avec ses créanciers internationaux, un accord pour cette fameuse tranche d'aide de plus de 80 milliards d'euros en négociation depuis plus de 2 semaines. Les Grecs attendent désormais le vote de leur Parlement et l'aval de leurs partenaires européens. Le point avec Juliette Lacharnay. Visage fatigué mais détendu, les officiels grecs l'affirment, un accord a été conclu entre la Grèce et ses créanciers, avec à la clé une enveloppe évaluée à environ 85 milliards d'euros. Les parties se sont entendues sur les objectifs budgétaires à atteindre, moins importants que ce que souhaitaient les créanciers. Dégager un excédent de manière progressive pour atteindre les 3,5% en 2018. Il y a encore quelques détails à régler, mais nous y sommes presque. Des questions qui concerneraient notamment le fonds de privatisation souhaité par les créanciers et le sort des créances douteuses qui plombent le secteur bancaire du pays. La Commission européenne a de son côté tempéré cette annonce et affirme qu'il reste encore à faire, cette fois sur le plan politique. Les institutions et la Grèce sont parvenues à un accord technique de principe et les discussions se poursuivent sur certains détails. La prochaine étape est de parvenir à un accord politique. Un accord d'autant plus important qu'il y a urgence. La Grèce, toujours soumise à un strict contrôle de ses capitaux, a besoin d'argent. Sa dette représente 180% de son PIB, mais surtout Athènes se doit de rembourser avant le 20 août la somme de plus de 3 milliards d'euros auprès de la Banque centrale européenne. Le marathon continue donc pour la Grèce et le rythme ne faiblit pas. Le texte doit être soumis au Parlement avec pour objectif un vote ce jeudi. Le déblocage de ce troisième plan d'aide permettrait ainsi au pays de remplir ses obligations. Avec nous par téléphone, Jacques Lecacheux, professeur d'économie à l'Université de Pau ou encore à Sciences Po Paris, chercheur à l'OFCE. Merci beaucoup, monsieur, d'être avec nous. Il y a encore donc un accord de principe pour la nouvelle tranche d'aide à la Grèce, mais tous les obstacles n'ont pas encore été franchis. Qu'est-ce qui pourrait freiner, par exemple, la conclusion de cet accord ? Ce qui pourrait freiner, c'est évidemment l'accord politique, c'est-à-dire qu'en fait, les chefs d'État et de gouvernement doivent donner leur accord après la réunion de l'Eurogroupe qui aura lieu en fin de semaine. Et certains pays sont très réticents et ne font pas confiance au gouvernement grec. Justement, qu'est-ce qu'ils attendent, ces créanciers, de la part d'Athènes ? Une nouvelle série de réformes ? Oui, je crois que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que jusqu'à maintenant, les engagements qui avaient été pris, notamment par le précédent gouvernement grec, n'ont pas vraiment été tenus. On a fait en Grèce une politique, disons, d'austérité budgétaire, mais très peu de réformes de fond. Donc ce qu'on attend maintenant, ce sont ces réformes de fond. Alors, imaginons qu'un accord soit fait. Et après, ce nouveau plan d'aide, est-ce qu'il va permettre à la Grèce d'éviter une fois pour toutes le Grexit, cette sortie de la zone euro ? On n'en est jamais sûr. À chaque fois, on croit que c'est le dernier. Celui-ci paraît plus raisonnable parce que il y a, disons, un peu moins d'austérité budgétaire et un peu plus de réformes structurelles de l'économie. Donc, on pourrait dire qu'il a plus de chances de fonctionner que les précédents, mais c'est quand même un grand pari, oui.
Merci beaucoup pour cet éclairage. Jacques Lecacheux, je rappelle que vous êtes entre autres chercheur à l'OFCE. La Libye de l'après-Kadhafi est toujours dirigée par deux parlements et deux gouvernements rivaux. Une situation qui crée un flou total dans le pays et provoque des violences quotidiennes. Pour tenter de dénouer cette situation, tenter de créer un gouvernement d'union nationale, des négociations se déroulent depuis ce mardi à Genève. Florence Tomaso. Régler le conflit qui mine la Libye depuis 4 ans, c'est tout l'enjeu des pourparlers qui viennent de débuter à Genève. Cette nouvelle session s'ouvre sous l'égide de l'émissaire de l'ONU, en présence des représentants des deux gouvernements en place. Car la Libye compte aujourd'hui 2 parlements rivaux. L'un, le Congrès général national basé à Tripoli et sous la coupe des milices Fajr Libya, et l'autre installé dans l'Est à Tobrouk et reconnu par la communauté internationale. Depuis la chute de Kadhafi il y a plus de 3 ans, le pays est en proie au chaos. Les attentats se succèdent, tout comme les règlements de compte entre milices. Et aucune des deux parties n'est jusque-là tombée d'accord pour former un gouvernement d'union nationale, comme le souhaitent les Nations Unies. L'espoir est de nouveau de mise. Maintenant que les représentants du Congrès général national sont de retour, nous devons surmonter ça et trouver le moyen de répondre à leurs objections sur l'accord pour obtenir des assurances crédibles et pas simplement des assurances politiques destinées à avoir un accord cosmétique. Nous voulons un accord pratique qui puisse se traduire par une stabilité sur le terrain. Le 11 juillet dernier, des parties libyennes ont signé un accord de paix et de réconciliation au Maroc. Mais le Parlement non reconnu, le Congrès général national, a boycotté les négociations au motif que ces demandes de modification n'avaient pas été satisfaites. L'émissaire de l'ONU, Bernardino León, espère aujourd'hui que d'ici mercredi soir, les différentes parties redoubleront d'efforts pour parvenir à un accord concret. En bref, ce nouvel attentat commis au Nigeria, c'est bien sûr le groupe Boko Haram qui est soupçonné d'avoir fait exploser une bombe sur un marché de la ville de Sabandgari dans l'état de Borno. Le bilan est lourd, au moins 47 morts selon les derniers chiffres. Une revendication après l'attaque d'un hôtel du centre du Mali la semaine dernière. Un groupe djihadiste annonce être à l'origine de cette attaque qui a fait officiellement 13 morts à Sévaré. Il s'agirait d'un mouvement peu connu jusqu'ici, le Front de libération du Massina, lié notamment à l'Algérien Mokhtar Belmokhtar. On y reviendra dans notre prochaine édition. Des experts néerlandais enquêtent toujours sur l'explosion du vol MH17 il y a un peu plus d'1 an dans l'est de l'Ukraine. Le Boeing 777 de Malaysia Airlines avait été abattu avec 298 personnes à bord. Ce mardi, les experts disent avoir identifié ce qui pourrait être des restes de missiles Buk, missiles de fabrication russe. On en parle avec Stéphane Sion, correspondant du Figaro à Kiev. Stéphane, voilà de quoi accréditer la thèse d'un tir de missile de la part des séparatistes pro-russes, mais pour autant, il faut encore rester prudent. Oui, en effet, il faut rester très prudent, car toutes officielles qu'elles soient, les premières conclusions du Bureau néerlandais pour la sécurité sont au conditionnel. En tout cas, ce que l'on sait, c'est que l'équipe d'experts néerlandais a découvert dans les débris de l'avion des éléments qui sont peut-être originaires d'un système de missiles sol-air de type Buk. Vous savez, il s'agit de la thèse qui est défendue par l'Ukraine et les États-Unis, comme quoi le vol MH17 a été abattu par un missile Buk fourni par l'armée russe aux séparatistes. Le Kremlin, de son côté, et les séparatistes de Donetsk assurent que c'est un avion de chasse ukrainien qui a poursuivi le Boeing et qui l'a abattu d'un missile. Il faut néanmoins rappeler le contexte de l'été dernier. Dans les jours qui précédaient le crash, les séparatistes avaient abattu un nombre très important d'hélicoptères militaires et d'avions militaires ukrainiens. Ils avaient visiblement pour but de décimer l'aviation militaire de Kiev. Dans tous les cas, l'équipe qui est chargée aux Pays-Bas de l'enquête civile va poursuivre ces investigations. Elle devrait rendre son dernier rapport en octobre prochain, un rapport qui évoquera les conclusions, les causes de l'accident, mais en aucun cas ses responsabilités. Et alors de leur côté, les Pays-Bas ainsi que plusieurs pays qui comptent des victimes tentent toujours de lancer des poursuites dans cette affaire, voire de créer un tribunal spécial. Où en est-on? Des responsables pourront-ils être jugés un jour? Alors cela risque d'être très difficile. En effet, des procureurs des pays concernés par la catastrophe, les Pays-Bas, la Malaisie, la Belgique, l'Australie, mais également l'Ukraine, sont en train d'enquêter sur les conditions du crash, mais il est impossible de savoir quand d'éventuels suspects pourront être jugés si jamais ils venaient à être identifiés. Et en effet, le mois dernier, les Pays-Bas ont demandé au Conseil de sécurité des Nations Unies d'établir un tribunal spécial international pour juger les responsables du crash. Or, la Fédération de Russie a émis un veto extrêmement ferme à l'établissement de ce tribunal. Visiblement, à Moscou, on n'est pas très à l'aise avec l'idée de confier les poursuites à un tribunal indépendant.
Merci beaucoup Stéphane Sion en direct depuis Kiev pour France 24. L'actualité dans le monde en bref et en images avec la Russie qui subit toujours des sanctions de la part des pays occidentaux en raison de cette crise ukrainienne. Eh bien Moscou riposte. Récemment, le gouvernement russe avait mis en place un embargo sur les importations de produits alimentaires en provenance de ces pays. La France, l'Union européenne, les États-Unis notamment sont touchés. Eh bien la Russie envisage de rallonger la liste, d'étendre ces embargos à de nouveaux pays. Liste qui n'a pas encore été publiée. En France, la filière porcine est notamment très touchée par cet embargo. Ça fait plus de 2 semaines que la Turquie a lancé une vaste offensive contre des positions du PKK, le Parti des travailleurs du Kurdistan. La nuit dernière encore, son aviation a bombardé plusieurs sites en Turquie, près de la frontière irakienne. Une réponse à des attaques récentes qu'Ankara attribue aux rebelles kurdes. Recep Tayyip Erdogan affirme avoir infligé de lourdes pertes à ce groupe, mais aussi à l'organisation État islamique. Le président turc dit ne pas faire de différence entre les organisations terroristes. Et puis l'impressionnant incendie de forêt ravage le nord et le centre du Portugal. En quelques jours, 9000 hectares ont déjà brûlé à la faveur de la sécheresse, de la chaleur et du vent. Des centaines de pompiers sont mobilisés, mais cela n'est pas suffisant. Les départs de feu sont toujours très nombreux. Alors que le Japon vient de commémorer les bombardements d'Hiroshima et de Nagasaki, la date a visiblement été plutôt mal choisie. Le Japon vient de relancer un réacteur nucléaire. C'est la première centrale redémarrée dans le pays depuis 2013. Le Japon avait alors stoppé toutes les centrales du pays après l'accident de Fukushima en 2011. Florence Tomaso. Ils ont encore en tête les images apocalyptiques de Fukushima. Un tsunami doublé d'un tremblement de terre qui a provoqué l'une des pires catastrophes nucléaires de l'histoire, avec celle de Tchernobyl. Des morts et 150 000 déplacés qui n'ont toujours pas pu rentrer chez eux. Alors pour ces Japonais rassemblés devant la centrale de Sendai, à quelques 1000 kilomètres au sud-ouest de Tokyo, la remise en service du réacteur numéro 1 est une mauvaise nouvelle. A commencer pour l'ancien Premier ministre en fonction lors de la catastrophe. Le gouvernement de Shinzo Abe est un gouvernement qui va ruiner la nation. Dans la foule, on pointe du doigt l'irresponsabilité du gouvernement. Actuellement, il y a beaucoup d'activités avec les tremblements de terre et les volcans. Ce redémarrage est fou et complètement immoral. Évidemment, on serait mieux sans la centrale. Mais elle est là depuis des décennies. De toute façon, on n'est plus tout jeune. C'est pour nos petits-enfants qu'on s'inquiète. Il n'y a pas moyen de savoir ce qui peut arriver dans le futur. Pourtant, le gouvernement japonais affirme que les normes de sécurité ont été renforcées. Il justifie cette relance par les coûts élevés générés par l'arrêt des centrales nucléaires. Car depuis 2011, l'archipel doit acheter en quantité les hydrocarbures nécessaires au fonctionnement des centrales thermiques. Et ces centrales génèrent du CO2, difficilement compatible avec les objectifs affichés dans la lutte contre le réchauffement climatique. Depuis 4 ans, le pays fait face à une montée des opposants au nucléaire. Selon un récent sondage, 57% des Japonais dénoncent la remise en service du réacteur 1 de Sendai. La mobilisation devrait se poursuivre. Et puisqu'on parle d'environnement, voici des images impressionnantes en provenance des États-Unis. Regardez cette rivière du Colorado qui a changé de couleur ces derniers jours. Cette teinte jaunâtre provient des 11 millions de litres de déchets liquides qui ont été déversés sur place par erreur par l'Agence américaine de protection de l'environnement, un mélange toxique qui provient d'une ancienne mine d'or et qui contient en particulier des métaux lourds et de l'arsenic. La pollution s'étend maintenant sur plus de 160 kilomètres. Lui, heureusement, nage dans des eaux un peu plus claires. Chaque jour, il fait 4 km de nage, 180 km de vélo, 42 km de course à pied, Ludovic Chorgnon. Il fait ça pendant 41 jours d'affilée. Ce Français vient de battre le record d'Ironman. Tout cela pour rendre hommage à son département. Émilie Brossolo. La nouvelle attraction de Vendôme s'appelle Ludovic Chorgnon. Mais dans le coin, il est surtout connu sous le nom de Ludo le Fou, le Barjot, le Dingo. En l'honneur de son département, le Loir-et-Cher, il vient de boucler 41 triathlons de l'extrême en 41 jours, un record mondial. C'est l'aboutissement d'un projet dont certains ne croyaient pas. Voilà, moi j'y croyais depuis le premier jour et je voulais prouver qu'ensemble on était tous plus forts et voilà. Son défi, c'est 3,8 km de nage, 180 km de vélo et un marathon tous les jours depuis le 1er juillet. Ludovic Chorgnon a 43 ans, il est chef d'entreprise et il a toujours été sportif. Chaque jour, même rituel. 6h30, Ludovic est déjà dans l'eau pour 1 heure de natation. Prêt pour faire 180 km de vélo et un petit marathon.
À peine sorti des bassins, Ludovic se prépare pour la deuxième étape. Son régime alimentaire est essentiel. Il dépense 8 à 9 000 calories par jour. C'est 3 fois plus que la normale. À chaque tour, je m'arrête. Et puis, je prends 3 à 5 minutes pour manger un petit peu. L'essentiel, c'est de manger par petites doses. Deuxième étape, 180 km de vélo. Dans la région, les habitants se sont passé le mot. Ils sont des centaines à le soutenir chaque jour. Puis vient le marathon, sa discipline phare. Il la pratique depuis l'âge de 18 ans. Après 13 heures de sport, il fait la fête tous les soirs avec ses supporters. C'est à se demander où il trouve toute cette énergie. En 41 jours, il a parcouru 9 266 km, l'équivalent de 3 Tours de France. Et ne ratez pas dans un instant le journal des sports de Benoît Perrochet et le journal de l'économie. Tout d'abord un point sur nos principaux titres avec cet accord pour la 3e tranche d'aide à la Grèce. Accord de principe, mais les discussions avancent entre Athènes et ses créanciers. Il doit encore passer l'épreuve du Parlement grec et les ministres des Finances de la zone euro. Les suites de l'enquête sur l'explosion du vol MH17. L'avion aurait été abattu en Ukraine l'an dernier. Sur le site, les experts néerlandais affirment avoir trouvé ce qui pourrait être les restes d'un missile de fabrication russe. Et puis 4 km de nage, 180 de vélo, 42 km de course à pied. Ludovic Chorgnon fait ça tous les jours, 41 jours d'affilée. Ce Français vient de battre le record d'Ironman. Tout ça pour rendre hommage à son département.